Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak. Aujourd'hui nous parlons de SmackDown, l'épisode du 1er mars 2024. Un show attendu, je commence toujours mes reviews de la WWE comme ça vous avez remarqué. Un show attendu parce qu'il y a toujours quelque chose qui va rendre le show un petit peu hypant. En l'occurrence, c'est pas une chose assez moindre, c'est une chose assez importante. En effet, ce show de SmackDown contient Roman Reigns et le Rock. Et c'est avec cela que le show va s'ouvrir et c'est avec cela que nous allons ouvrir aussi ce podcast. Le segment de la Bloodline de 30 putains de minutes sans les publicités de la Bloodline avec le Rock. Ils peuvent se permettre de déborder. Encore une fois, je comprends pourquoi le segment est aussi long. J'ai quand même une petite plainte sur la longueur, je vais en revenir après, mais je comprends pourquoi c'est aussi long, parce que c'est un segment qui contient toutes les plus grosses stars du show. Évidemment, Roman Reigns, la Bloodline, Paul Heyman, mais surtout le Rock, la superstar mondialement connue, celle qui ramène beaucoup de gens, celle qui ramène des non-fans de catch, regardez les segments, et donc qui va être au courant de la rivalité entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Le Rock apporte de la visibilité, du star power à l'extrême, on peut apporter plus de star power qu'avec le Rock. Donc bref. Le segment fait 30 minutes, je comprends pourquoi, on va voir que ce segment comportait beaucoup de choses hyper intéressantes, et je n'ai à aucun moment sorti du segment, même ça durait 30 minutes, je suis à aucun moment sorti de ce segment de la Bloodline, même s'il n'y avait pas de babyface, même si c'était qu'une promo avec des heals, mais petit bémol, je dois quand même l'admettre, la durée des entrées. Je comprends que l'entrée de la Bloodline soit longue. C'est normal, c'est le grand champion, c'est Roman Reigns, l'entrée phénoménale, les gens sont là pour ça, dans l'arène, ça fait beaucoup de bien. Mais tu cumules l'entrée de la Bloodline plus l'entrée du Rock, qui lui aussi, c'est le Rock, il peut prendre son temps, il peut se le permettre, voilà, c'est le Rock, machin, il prend la pause. Les deux entrées sont extrêmement longues et les deux entrées ne sont pas coupées par la pub, encore une fois. La pub a lieu entre les entrées. C'est quand même vachement... Je crois qu'on atteint facilement les 10 minutes dans les 30 minutes de segment, il y a 10 minutes qui sont consacrées aux entrées des deux lutteurs. Ça fait quand même vachement long. Je dois quand même le souligner, quand t'as les deux qui vont devoir faire leur entrée, je pense que la WWE va faire en sorte de dire au Rock et à Roman Reigns quand même de speeder un petit peu. Je dis pas de cutter les entrées parce que c'est quand même des stars, mais je pense qu'on peut au moins enlever 1 à 2 minutes d'entrée. Au moins, ce serait quand même le minimum nécessaire parce que c'est quand même vraiment trop long. Bref. Cela étant dit, c'est la seule chose qui n'était pas terrible dans ce segment, parce que tout le reste, évidemment, c'est encore une fois masterclass. Tout d'abord, on a simplement Roman Reigns dans le ring. Roman Reigns avec Paul Heyman, Solo Sikoa, Jimmy Uso, la Bloodline, vous connaissez. Roman Reigns qui est d'ailleurs de base un petit peu agacé parce qu'il y a déjà des gens Cody qui sont partout dans l'arène. Les gens gueulent Cody pour énerver Roman Reigns. Et Roman va demander comme d'habitude à la ville de le reconnaître comme leur chef tribal. La ville pop, la ville boot, ce que vous voulez, mais Roman n'est pas satisfait. Et il le joue extrêmement bien. Et il a fait... Bon, les gars, la dernière fois, vous étiez quand même beaucoup plus vocaux, hein, vous étiez beaucoup plus fort que ça, donc je vous le redemande une seconde fois. Reconnaissez-moi comme chef tribal. La foule, encore une fois, certains acclament, d'autres huent, mais la réaction est pourtant assez importante, mais Roman Reigns n'est pas satisfait à ce niveau-là. Et il recommence une troisième fois, il dit « Bon, je vous laisse une dernière chance, si ça ne me satisfait pas, je vais me barrer. Voilà, vous aurez raté votre coup, je vous demande de me reconnaître comme le chef tribal. » Encore une fois, pop de la foule, huée de la foule, chant Cody, Roman pète un câble, est en mode « Non, bah vous la méritez, c'est bien, on se barre. Allez, on se barre, c'est terminé, on se barre. » Il commence à se barrer, la foule le hue, et Paul Heyman dit « Non, mon chef tribal, avec tout le respect que j'ai pour vous, il doit faire son entrée aussi, c'était prévu que le Rock fasse son entrée, tu vois. » Et Roman Reigns dit « Ouais, bon, si tu veux, allez, on attend. Pour le Rock, on va attendre. » Et Paul Heyman va dire, et ça c'est du jamais vu, Paul Heyman va dire « Cher public, le Rock va faire son entrée, mais il va le faire juste après cette page de pub, après la pub. » Et Paul annonce la pub. Donc j'étais en mode « Ok, c'est quand même hyper chelou. » Je ne sais pas trop quoi penser par rapport à ça. Quelque part, ça fait à la fois du sens, en même temps, ça sort trop du lot pour... Ça sort trop du lot pour la WWE. Là où c'est assez intéressant, c'est que j'ai jamais vu un annonceur de quelqu'un comme Paul Heyman annoncer la pub. C'est-à-dire que dans le kayfabe, Paul Heyman a parlé avec la production, a parlé avec Nick Aldis, est au courant du fait qu'il doit hyper la chose, qu'il va avoir une page de pub et qu'ensuite le Rock fera son entrée. C'était prévu par rapport à la production dans le kayfabe. Et donc dans le kayfabe, ça rajoute... une sorte de mainmise de Paul Heyman par rapport à la production. Il est au courant, il est dans les rouages. Et la Bloodline est hyper importante. La Bloodline est avec le Rock.
Et ils ont une main mise sur le pouvoir, sur l'autorité, et ils peuvent gérer un petit peu la production. Ils ont du pouvoir, et là-dessus c'est hyper intéressant. En fait, non, en fait, je pense que c'est intéressant, en fait. Maintenant que j'y pense, j'ai rien de négatif à dire, en fait. C'est hormis le fait qu'on attend énormément parce que la page de pub, les entrées, rien de beaucoup de choses a été annoncé là-dessus. C'est le seul bémol, c'est que on perd beaucoup de temps sur que beaucoup de choses soient dites, mais on est quand même dans la hâte de voir des stars. On est dans la hâte de voir des stars, et vu que c'est des stars, et vu que c'est le rock, ils peuvent se le permettre. Néanmoins, je pense quand même qu'il n'est pas la peine de prendre autant de temps, d'autant insister, d'autant prendre le temps, même si ce sont des stars. Ils peuvent se le permettre, c'est peut-être pas une raison de le faire. Voilà, de prendre autant de temps pour ne dire pas grand-chose. Bref, la page de pub, le rock fait son entrée, j'en ai déjà parlé, beaucoup trop de temps. Il arrive enfin. Et à partir de là, effectivement, c'est masterclass. À partir des 10 minutes d'entrée, une fois que le rock est dans le ring, qui peut commencer sa promo, on est sur une masterclass. Le rock va commencer, comme la semaine dernière, comme la dernière promo qu'il a fait, il va commencer par détruire le public. Ici, on est dans cette ville, la full pop, vous êtes les numéros 1 de quelque chose, la full pop, vous êtes les numéros 1 de consommateurs de cocaïne. Il dit le mot cocaïne à la télé, j'étais un peu choqué, putain, il s'en bat les couilles, c'est le rock, c'est lui qui gère, et il est avec TKO, il va pas se faire taper sur les doigts. Je ne sais pas, enfin, en fait, je trouve ça incroyable que maintenant que le rock a, encore une fois, une mainmise, qui a du pouvoir par rapport à tout ça, je pense que ça ne dérange pas la production, je pense que ça dérange pas les sponsors que le mot cocaine soit dit comme ça à la télé. Vu que c'est le rock qui peut se le permettre, encore une fois, je trouve ça dans une situation quand même assez incroyable. Tous les autres catcheurs n'auraient pas pu dire ce mot cocaine à la télé. Triple H l'aurait pas laissé dire. Les sponsors auraient engueulé Triple H et laissé ses catcheurs dire ça. Mais là, c'est le rock. Il a la tête du bordel. Bah, il le dit alors. Il le dit, s'en bat les couilles. Et je trouve ça assez incroyable. C'est assez dingue. On est dans une nouvelle ère, hein, clairement dans une nouvelle ère de la WWE, c'est assez fou. Et le Rock va continuer, va commencer à mettre over la Bloodline, et va commencer à mettre over Roman, Jimmy, Paul et Solo, et il va dire un truc, il va dire, et puis Solo là il a beau être super sérieux, il va vous chanter un anthème national et vous allez rire parce que Solo a une des plus belles voix que j'ai entendues de ma vie. Et Solo il sait pas trop comment réagir à ça, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'impro dans cette promo du Rock, parce que Solo il fait une tête, il est en mode, mais qu'est-ce que tu me fais là Rock, qu'est-ce que tu me fais Rocky? Le Rock met Solo dans une position assez étrange parce que Solo a toujours été présenté comme ce personnage de brute, de nouveau maga, d'homme de main impassible, qui fait le sale boulot mais qui ne dira jamais rien, qui respecte, qui fait toujours la tête, qui est toujours sérieux. Et là on apprend dans le kayfabe que Solo apparemment aurait une voix sublime et qui chanterait extrêmement bien. Encore une fois, ça a peut-être mis Solo over, la foule a popé, la foule a chanté Solo pour qu'il chante un truc, mais en même temps je sais pas trop quoi en penser, je suis en mode, je sais pas si Solo était ok d'être mis dans cette position parce qu'il se casse le cœur, ce personnage hyper fort, hyper puissant. Bon, encore une fois, je pense que c'est toujours bien, je pense pas que cette chose va rester, et je pense pas que le Rock va continuer à mettre Solo dans cette position, à l'enfoncer dans cette position. Faut pas que ça devienne quelque chose de marquant, vous voyez ce que je veux dire. Faut pas que son personnage soit marqué par le fait qu'il ait une très belle voix. La blague a fait le taf, Solo a été mis over, passons à autre chose maintenant. Voilà, la blague a été faite, on passe à autre chose, faut pas enterrer son personnage non plus, encore une fois. Et le Rock va enfin revenir sur les propos de Cody Rhodes. Cody Rhodes a en effet challengé le Rock pour un match en 1 versus 1 quand il volait avant WrestleMania. Et le Rock lui a dit, mais Cody, c'est pas toi qui prends une décision en fait. C'est pas toi qui prends une décision, moi je suis le Rock, c'est moi qui décide. Alors je vais te faire une contre-offre. D'accord, on va faire une contre-offre. Je te propose que dans la nuit 1 de WrestleMania, toi et ton petit pote clown, ton petit pote Goofy Seth Rollins, vous nous affrontez, moi et Roman Reigns dans la nuit 1. Et en plus de cela, si vous gagnez, si vous gagnez, vous pourrez, la Bloodline ne sera pas présente, ne sera pas aux abords du ring, ne pourra pas intervenir dans le match de la nuit 2 à WrestleMania. En revanche, si on gagne, là c'est les règles de la Bloodline, et on va tous intervenir, et je vais faire en sorte que je sois arbitre spécial, et je vais faire en sorte que machin, et Solo pourra chanter, bref. Si vous perdez les gars, vous êtes dans la méga merde. Fin de la proposition. Je trouve la proposition géniale. On a déjà vu cette news dans une vidéo news précédemment, sur le fait qu'effectivement il y avait des rumeurs comme quoi le Rock et Roman Reigns affronteraient Seth Rollins et Cody Rhodes dans la nuit 1 de WrestleMania. J'avais fait part de mon inquiétude quant au fait que je trouve ça quand même vachement étrange que le Roman fasse 2 matchs deux matchs de catch en 2 jours, alors qu'on est habitué au fait qu'il fasse 4 matchs par an, vous voyez ce que je veux dire. Et là j'arrivais pas à y croire en fait, mais si.
on y est. À la nuit 1, on aura forcément Roman et le Rock contre Seth Rollins et Cody Rhodes. Ça veut dire que dans les deux shows de WrestleMania, les deux nuits de WrestleMania, Roman Reigns, Cody Rhodes et Seth Rollins vont catcher à 2 reprises dans les 2 nuits. Je trouve ça absolument lunaire et je trouve ça extrêmement dingue. Donc ce sera sans conteste un match de catch sûrement assez safe. Ils vont pas prendre des risques démesurés parce que vu qu'ils doivent faire un match le lendemain, un match beaucoup plus important pour ce qui est de Cody, Roman et Seth Rollins, leur second match sera beaucoup plus important que leur premier match. Ce match tag sera plus un match pour faire le show. Je ne sais même pas si ce sera le main event. Peut-être, sûrement peut-être le main event quand même, mais ce sera plus un grand spectacle qu'un grand match de catch explosif. Vous voyez ce que je veux dire ? En plus, le Rock est vieux et le Rock doit être protégé à pas non plus faire des dingueries. Bref, le match va être surtout intense, va surtout faire gros par attraction, mais ce sera pas un match où les catcheurs vont se blesser, vont prendre des risques pour se blesser. Cela étant dit, ce match rajoute beaucoup d'enjeux. Parce que la proposition du Rock, les faces sont obligés de l'accepter parce que cela fait sens, parce qu'ils en veulent contre le Rock, parce que Seth Rollins a promis à Cody qu'il serait son bouclier, et que ce sont des faces, ils ne peuvent pas refuser un challenge aussi juteux que celui-ci. Et les heels ont l'avantage. Les heels ont l'avantage, pourquoi ? Parce que ce n'est pas dit que si les faces remportent le match à WrestleMania, que les heels vont respecter leurs paroles. C'est parce que le Rock dit cette chose-là, dit que si les faces l'emportent, qu'ils vont être absents pour la nuit 2, qu'ils vont respecter leurs paroles. Ce sont des heels, ils peuvent tout à fait trahir. Donc, que les faces l'emportent, si les faces l'emportent à WrestleMania lors de la nuit 1, ça va rajouter beaucoup d'enjeux puisque nous ne serons pas sûrs que les heels vont intervenir. Et je pense sincèrement que si Cody et Seth battent le Rock et Roman Reigns, que la Bloodline sera quand même présente dans la nuit 2 et que ça va rajouter beaucoup de stress. D'autre part, si les faces l'emportent lors de la nuit 1, par un booking de 50-50, on aura encore plus peur que Cody perde encore une fois face à Roman Reigns. Parce que les heels vont trahir et parce qu'encore une fois, 50-50 booking. Tu gagnes, je gagne. Tout le monde sort over. Maintenant, si les faces perdent, ce qui est de plus probable, puisqu'encore une fois, Cody et Seth ont un autre match lendemain pour se remettre over, pour reprendre un peu de... pour redorer leur blason, entre guillemets. Et surtout, si les faces perdent, et ça va rajouter beaucoup de hits lors du match de la nuit 2 parce que ce sera les règles de la Bloodline. Et Cody devra être extrêmement vigilant. Et même si quelque part on aura peut-être plus d'espoir parce qu'on se dit Cody va être dos au mur, Cody va en chier, mais c'est le héros, on croit en lui comme dans un bon film, alors qu'il est au pied du mur, il va quand même surmonter l'ennemi. Peut-être que dans les échanges, ça fait plus de sens, mais on va voir dans les faits un Cody qui va devoir affronter l'intégralité de la Bloodline pour remporter son championnat. Ce qui peut rendre sa victoire d'autant plus gigantesque, mais aussi qui va rendre sa victoire moins probable aussi, entre guillemets. Bref, dans les deux scénarios, je pense que la dynamique va être extrêmement intéressante. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense quand même que si ce match tag a lieu, je pense que les heels vont gagner parce que le Rock est présent. Le Rock est présent, il aura un match à WrestleMania. Je pense sincèrement qu'il le gagne et je ne vois pas le fait que les heels perdent et que Roman prenne le pin. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois mal le Rock. Je vois pas le Rock ni Roman Reigns prendre le pin lors de leur premier match en fait. J'ai beaucoup de mal à y croire. Donc, nous verrons bien ce qui se passe, mais c'est hyper hypant. On justifie en plus le fait que on aura un Seth Rollins amoindri face à Drew McIntyre qui va encore une fois profiter de ce qui se passe à l'extérieur pour se mettre sur le devant de la scène et Drew McIntyre, s'il remporte le match, ne va pas affaiblir Seth Rollins puisque Seth Rollins sera catché affaibli, un Seth Rollins qui n'est pas à 100%, donc ça profite de Drew McIntyre. En fait, il se met dans une position qui est superbe. Il se met dans une super position, ça rajoute de la hype. En fait, je n'ai rien de mauvais à dire à ça. On va voir des stars catchées 2 fois lors de 2 shows. Je trouve ça fantastique. Donc bref, proposition incroyable, la foule est super contente. Et pendant qu'il fait cette proposition, j'ai remarqué un petit détail sympa, c'est que plusieurs fois, le Rock va insulter Cody Rhodes de punk. You fucking punk, you punk. C'est une insulte qui est courante aux États-Unis, mais qui n'est pas autant courante à la WWE. J'entends rarement des catcheurs traiter des gens de punk. Et c'est normal, puisqu'il y a un catcheur qui s'appelle Punk. Il y a un catcheur très connu qui s'appelle Punk. Et le fait que le Rock traite à 2 reprises Cody Rhodes de Punk, et qu'on sait à quel point, je pense que peu de choses sont laissées au hasard dans les promos, même s'il y a beaucoup d'impro. Je sais que Punk sera présent à WrestleMania. Je suis sûr qu'il sera commentateur. Je suis sûr qu'il commentera ce match de la nuit 1 entre le Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes et Seth Rollins. Ah putain, encore une fois, avec tout l'historique qu'il y a entre le Rock et CM Punk, c'est pas
c'est pas une nécessité, mais j'ai envie de voir ce match. Vu que le Rock a une main mise sur l'autorité qui peut apparaître beaucoup plus souvent à la WWE, je sais que cette nouvelle rivalité, cette nouvelle feud entre le Rock et CM Punk est probable dans l'avenir. Il y a encore beaucoup de chemin pour arriver jusqu'à là, mais je sais qu'on peut y arriver. Et bref, c'est juste que ça me hype en fait. Il y a trop de choses qui me hype. Qui sera impliqué, qui va gagner, qui va perdre, quels seront les rouages, qui va trahir qui va... Enfin, est-ce que le Rock va trahir Roman Reigns? Il y a trop de choses qui peuvent se passer. Et encore une fois, je redis, cette storyline est la storyline la plus intense qui a eu lieu lors de la dernière décennie. C'est hyper intense et c'est jubilatoire d'être fan de catch et de suivre la WWE pour cette storyline à l'heure actuelle. Et c'est pas terminé parce que j'aime pas parler du moment le plus ouf de la putain de promo. Parce que le moment qui a été le plus over, qui a réagi la foule a chanté holy shit pour cet instant-là. C'est le moment où le Rock finit par terminer sa promo. If you smell, il commence à faire sa promo, à hyper la foule. Et Roman Reigns met la main sur le micro de Rock et l'arrête immédiatement. Et la foule fait oh! Roman a osé couper le Rock pour sa trademark, lors de sa trademark. Et c'est Roman Reigns, c'est le champion, il peut se le permettre. Mais là, d'un coup, on sent que le Rock, il est énervé. Roman a osé couper sa catchphrase. La foule chante holy shit à ce moment-là. C'est pour vous dire encore une fois que pourquoi créer des stars, c'est important. Parce que la moindre action, la toute petite action, va créer des réactions démesurées si les gens impliqués sont des stars. Et c'est le cas ici. Roman Reigns a simplement coupé le Rock. Et les fans ont gueulé holy shit. Et moi j'étais en mode oh! Et j'ai mis ma main devant ma bouche. La réaction est quand même hyper grosse. C'est hyper exagéré. Et pourtant c'est celle qu'on ressent. Parce que ce sont des stars. Et c'est pour ça que c'est la chose la plus importante dans le catch. Ce pourquoi il faut se battre, c'est créer des stars pour avoir le moins de choses à faire pour rendre over la foule et provoquer des réactions absolument dingues chez les spectateurs. Roman Reigns coupe le Rock. Les deux se regardent, on sent de l'électricité dans le regard même si le Rock a ses lunettes de soleil. Et Roman Reigns dit un truc qui va élever ce personnage, un truc qui lui manquait à l'heure actuelle parce que le Rock prenait tout le devant de la scène. Et on le remarquait lors des semaines précédentes. Le Rock prenait toute la vedette, prenait toute la place alors que Roman Reigns, l'enjeu principal, le grand champion, est présent. Et pourtant, le Rock prend toute la place. Et là aussi, il n'y en avait que pour le Rock. Roman Reigns avait juste un peu de promo au début, mais le Rock prenait toute l'attention. Roman Reigns va dire ceci. J'ai besoin que tu fasses une seule chose avant qu'on continue. Et j'ai besoin de t'entendre dire une chose, Rock. Je veux que tu me reconnaisses comme le chef tribal. Roman Reigns demande enfin au Rock de le reconnaître comme le chef tribal. Et la foule est en mode oh, est-ce que le Rock va le faire? Et le Rock il est là, il attend. Il regarde Roman Reigns avec intensité, il ne sait pas quoi dire. Et il retire ses lunettes de soleil à ce moment-là. Et on voit ses yeux avec une intensité énorme. Roman Reigns ne flanche pas, il le fixe. Et on a là les débuts de la rivalité future qui aura lieu. Parce qu'il y aura un match entre Roman et le Rock. Il y aura un match entre Roman et le Rock. Qui trahira qui? À quel moment? Quand ça? Je n'en sais rien. Mais ici, ce sont les fondements de la rivalité. Parce que le Rock veut être le chef tribal aussi. C'est lui le doyen. Il est plus âgé, il a plus d'expérience, il a une plus grosse carrière. Et Roman Reigns, son cousin, son petit cousin, lui demande de le reconnaître comme le chef tribal. Il se prend pour qui, ce mec? Et c'est ça que j'ai adoré. Et encore une fois, on a beaucoup d'électricité qui se dégage entre les deux. Et le Rock va finir par reconnaître Roman Reigns et va lui dire Roman, comme de la famille, par lien familial, je te reconnais comme le chef tribal. Il a mis beaucoup de temps pour dire comme le chef tribal. D'abord, j'ai cru qu'il allait dire je te reconnais comme un membre de ma famille. Par famille, je te reconnais. Il a fini par dire comme le chef tribal. Roman Reigns est enfin satisfait. Et encore une fois, ça rajoute beaucoup de grands personnages parce que le Rock maintenant, en plus d'être frustré face à Cody Rhodes qui lui manque de respect selon lui, et maintenant peut-être aussi frustré par le manque de respect de Roman Reigns qui lui demande, lui son petit cousin, de le reconnaître comme le chef tribal, le Rock a double raison d'être frustré. Qui il va trahir, avec qui il va s'allier, je n'en sais rien, mais encore une fois, le Rock a une autre dimension, encore plus de dimensions. Et Roman Reigns, lui, montre que le fait que le Rock prenne toute la place, ça a commencé à l'agacer sérieusement.
Et on l'a vu au début, il était censé l'attendre, il était censé attendre le Rock, mais au début de la promo, il voulait se barrer. Et c'est Paul Heyman qui lui a fait non, non, attends 2 secondes, il y a Rock qui doit faire son entrée. Et ça le gavait. Roman commence à être vachement impatient et frustré par l'omniprésence du Rock et le fait qu'il a le sentiment qu'il lui prend toute la vedette. Il y a trop de choses qui se développent. Et j'ai parlé que des heals. On a déjà parlé du très bon personnage de Cody Rhodes et de Seth Rollins à Raw. Et ils ont aussi des personnages qui sont hyper étayés. Cette storyline, c'est une putain de masterclass. Et j'ai hâte d'être la semaine suivante pour voir la suite de l'histoire. Et je n'ai qu'une hâte, la plus grosse hâte, celle d'être à WrestleMania pour voir ces 2 matchs qui auront lieu. Le match tag et le match final, le climax entre Cody et Roman Reigns. Quelle époque pour être fan de catch. Putain, quelle époque pour être fan de catch. C'est tellement un banger. Et je n'ai parlé que du premier segment du show. Il faut ensuite parler de tout le show encore une fois. Bon, après il y avait quand même 30 minutes juste pour cette promo. Et pour la suite du show, je pense que je vais prendre quasiment autant de temps pour parler de tout le reste. Donc allons-y pour parler de tout le reste. On a eu un match féminin entre Tiffany Stratton et Naomi. Ils ont coupé l'entrée de Naomi. Je pense que le Rock a un petit peu débordé. Parce que la WWE n'aurait pas coupé l'entrée de Naomi, en sachant que l'entrée de Naomi est le truc le plus intéressant chez Naomi. Soyons honnêtes, son entrée c'est ce qui la rend over. Elle a une super entrée, moi aussi j'adore voir l'entrée de Naomi avec les néons, tout ça, la danse. J'aime beaucoup son entrée, et là ils ont coupé son entrée. La pauvre Naomi n'a plus rien, parce que, soyons honnêtes, dans le ring, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu rouillée. Je sais pas si c'est parce qu'on l'avait déjà vu à Elimination Chamber face à Becky Lynch. Il y avait un manque cruel d'alchimie, sincère. Et là, avec Tiffany Stratton, c'était pas ouf. Et encore une fois, Tiffany a fait un très bon taf. Elle a fait un très très bon taf. Je trouve que les offenses de Tiffany étaient très réussies. Mais putain, c'était brouillon chez Naomi. C'était assez brouillon. Le match, c'était pas dingue. Mais Tiffany va finir par remporter la victoire. C'est le bon résultat. C'est ce qui est principal. La foule aime beaucoup Tiffany Stratton. Donc, c'est bien. On sent que la foule répond pour Tiffany. Donc on va continuer à donner des victoires. Et ensuite, quand le moment sera propice, on va beaucoup plus développer son personnage pour que la foule commence à haïr Tiffany Stratton. C'est le but, c'est une heal. Faut pas que la foule l'acclame trop. Et si jamais la foule l'acclame trop, on fera un switch babyface. Mais je ne sais pas si c'est nécessaire. On verra encore une fois l'avenir. Mais la foule répond pour Tiffany Stratton. Et c'est très positif pour elle. Donc je vous souhaite du courage pour la suite de sa carrière. Je pense qu'il y a des chances qu'elle soit over au fur et à mesure. Ensuite, on a eu un autre match féminin, Damage Control contre Bayley et Dakota. Toute la storyline avec Bayley pour l'instant, c'est super ce qui se passe parce que Bayley a des raisons hyper pures d'en vouloir au Damage Control et elle avait retrouvé Dakota Kai qui jurait à Bayley qu'elle n'avait rien à voir avec le Damage Control, etc. etc. Bref, l'histoire aussi est hyper intéressante. Et ce match-là va être très cool pour l'histoire. Ce n'est pas un match de catch qu'il faut juger pour la qualité du catch, mais pour l'intrigue qui va se dérouler. Alors que le match tag a lieu, c'est Bayley qui est dans le ring. Et Bayley va être tout le temps dans le ring. Elle va affronter Asuka, elle va affronter Io Sky, et elle va vraiment les repousser, mais elles sont quasiment à 2 contre 1. Bayley n'arrive pas à faire le tag, et pourtant elle se bat. Je vais quand même mentionner quelque chose, c'est que Bayley, à côté de Asuka, Io Sky et Dakota Kai, et même tout le monde, le pirate aussi, on dirait vraiment André le Géant, Bayley. Hein. Elle est tellement plus grande, alors qu'elle a une taille... non, enfin elle a pas une taille normale, elle est grande Bayley. Mais c'est vrai que en face d'elle, en face de toutes ces lutteuses, elle fait tellement grande et tellement plus puissante, mais tellement plus. Et je comprends pourquoi Bayley, c'est elle qui doit être mise over, c'est elle qui doit être championne par rapport aux autres. Encore une fois, elle fait beaucoup plus impressionnante par rapport aux autres. Encore une fois, loin, bien plus impressionnante. Bref. Donc, elle se fait un peu agresser, mais elle repousse comme une véritable babyface. Elle est over avec la foule. Et enfin, Bayley peut faire le tag à Dakota. Elle s'élance pour le tag et Dakota sort du ring. Et Bayley s'écrase par terre. Et Dakota ne prend pas le caille et commence à se marrer sur Bayley. Et le visage sur Bayley, elle est dégoûtée. Elle se sent trahie. Et c'est incroyable. Pour l'histoire, c'est génial. Bayley n'a plus aucune alliée. Dakota n'est même pas son allié. Elle est seule contre tout le Damage Control. Je sais pas où l'histoire va nous mener. Je sais pas si elle va trouver des alliés, etc., etc. Je sais pas ce qui va se passer. Mais c'est tellement cool. Et je vois une storyline féminine qui est hyper intéressante. De toute façon, là pour WrestleMania, je pense sincèrement que les 2 storylines féminines, c'est entre Rhea et Becky et c'est entre Bayley et Io Sky. Ça va être 2 très bonnes histoires. Franchement, j'ai hâte de voir ce putain de WrestleMania. Putain, tous les matchs vont avoir un banger de storytelling et une bête de construction. J'ai vraiment hâte de voir ça. Bref, point négatif du match, il faut le dire. Là pour le coup, je ne comprends pas pourquoi en plus ce point négatif a eu lieu. Bayley va forcément se mettre à agresser Dakota Kai.
Ok, forcément, elle va l'éclater contre la barrière et j'ai popé à ce moment-là. Mais forcément, elle va se faire affronter à 1 contre 3, elle va finir par se faire battre. Et l'arbitre est plus dans le ring. Et pourtant, il n'y a pas une disqualification, le match continue. C'est juste que Dakota n'a pas fait le tag, Bayley s'est frité contre elle, mais il n'y a aucune chose qui a fait que le match s'arrête. Et l'arbitre s'est barré. Voilà, c'est dans le kayfabe. Hein, l'arbitre se barre, ok, on passe au segment maintenant. Voilà, c'est segment, Bayley se fait attaquer. Bah non, pourquoi ? Ça fait pas de sens, c'est débile. Et c'est de la merde, faut qu'on dise les choses. Ça, c'est de la merde. Ça ne fait aucun sens d'un point de vue kayfabe. Et surtout, je ne vois pas pourquoi l'arbitre n'a juste tout simplement pas sonné la cloche. Ça commence à être le bordel dans le ring, il y avait toutes les vitesses dans le ring au même moment. L'arbitre dans le kayfabe aurait très bien pu sonner la cloche. Et on aurait quand même eu ce segment. Enfin, Pourquoi ils ont fait ça ? J'en ai aucune idée, je ne comprends pas. Et pour moi, ça c'est de la merde qui aurait pu être totalement évitée. Voilà, faut dire les choses quand c'est de la merde. Là, c'était de la merde. Mais bref, malgré tout, les personnages évoluent. Et j'ai quand même hâte de voir ce match à WrestleMania, de voir la suite de la construction de ce putain de match. Autre chose qui était très positif, Bron Breakker a encore un match dans ce show. La semaine dernière, j'en ai pas parlé, mais il avait explosé un jobber. Il allait à une vitesse folle dans les cordes et il commence à être mis over. Et là, Bron Breakker a un autre match contre un autre jobber. La cloche sonne, Bron Breakker fait un spear. 1, 2, 3, victoire. Et Bron Breakker va hurler. Il va enlever son costume, il va montrer tous ses muscles et tout. Les gars, Brock Lesnar vient juste de se faire bannir par la WWE. Elle veut plus longtemps parler de Brock Lesnar. Bah c'est pas grave, on a Bron Breakker les gars. Hein. On a notre nouveau Brock Lesnar, notre nouveau Batista, notre nouveau Goldberg. Il est là. Il est jeune. Il est hyper over. Il a des chances de devenir quelqu'un de hyper important. Et je crois en Bron Breakker. Je crois en lui. Quand je le vois, quand je vois son physique, quand je vois son intensité, je crois en lui. Le mec est tellement intense et ça me fait du bien parce que je me dis, bordel. Ouais. On a notre nouveau Lesnar. Il a notre nouveau Lesnar. Il faut le builder, il faut que tu le builder, il faut que tu lui donnes des victoires. Mais Lesnar, Batista, je vois ça en ce Bron Breakker. Je vois ça en lui, je suis trop content, j'ai hâte de voir son parcours. J'aime déjà énormément ce catcheur. Et je le redis, mais je pense sincèrement que c'est lui qui battra Gunther. Beaucoup plus tard, mais c'est lui qui battra Gunther. J'y crois de plus en plus. Bref, très cool pour lui. Ensuite, on a eu un street fight. On a eu Carlito contre Santos Escobar. C'était clairement le gros point du show. C'était le gros point du show. Parce que d'une part, on a déjà eu un street fight lors du dernier Raw. Ça remonte à même pas une semaine. On a eu Imperium contre le New Day. Et j'ai bien aimé ce street fight à Raw parce que je le trouvais justifié et que d'autre part, c'était un bon match de catch. Il faut dire les choses, je trouve que le street fight entre New Day et Imperium était un bon match de catch avec les bonnes personnes qui l'emportent, des coups très violents, je me rappelle de la violence de Giovanni Vinci, etc. C'était un bon street fight. Et là, ce street fight, c'était de la merde. Ça me rappelait tous les street fights de la AEW. Tous les travers étaient présents. Comme je le dis, 2 Street Fighter en une semaine, c'est beaucoup trop. Donc ça fait très gratuit, ça fait très stipulation gratuite comme à la AEW. J'aime pas vraiment ça. Celle-ci était beaucoup moins justifiée que celle contre Imperium et New Day parce que je trouve pas que la rivalité entre Carlito et Santos Escobar méritait un Street Fight, surtout qu'ils n'ont encore pas eu de match en 1 vs 1 classique. Il me semble pas, arrêtez-moi si je me trompe, mais je ne crois pas dans mes souvenirs avoir eu un lieu Carlito contre Santos Escobar qui soit bien passé, qui a eu lieu. Peut-être que je me trompe, mais encore une fois, ça veut dire que la rivalité m'a pas tant marqué que ça non plus. Mais bref, même si le Street Fight était justifié, la qualité du Street Fight en lui-même était vraiment moins bien. Dès le début du match, au bout de 30 secondes, la foule entière « We want tables !» Le pire putain de chant de la compagnie parce que vraiment tu prends les catcheurs pour des larbins, pour des faites-moi plaisir, je veux mon sang, je veux machin. Tu le chantes pas pour eux, tu ne les encourages pas, tu ne les hues pas, tu les forces à faire des choses pour ton plaisir et tu veux qu'ils cassent des tables. Bah super, espèce d'attardé mental, si tu veux chanter ça, chante ça. Le pire chant au bout de 30 secondes parce qu'encore une fois, les street fights ont éduqué un peu les spectateurs de fans de catch. Dès qu'ils voient un street fight, c'est plus fort qu'eux, ils vont chanter We Want Tables. Ils ont été éduqués comme ça et c'est une très mauvaise éducation
Mais bon, c'est le cas. 30 secondes, we want tables. Du overselling à outrance. Vu que c'est un street fight, ça veut dire qu'on doit prendre les tables, les sortir, les installer. Et pendant qu'un face fait ça, le heel est en train de vendre alors qu'il s'est encore rien pris dans la gueule, il s'est juste pris quelques punches. Et Santos Escobar va se mettre à vendre comme pas possible du overselling pour laisser le temps à Carlito de sortir la table, de voir l'action de la foule. Dans le kayfabe, ça fait pas de sens. Santos devrait péter la gueule à Carlito, devrait se remettre sur pied et lui péter la gueule. Donc, la stipulation oblige quand c'est mal exécuté, du overselling à outrance. Autre chose, des spots ridicules avec les objets. Oui, il y a des très bons objets, je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup les coups de chaise, j'aime beaucoup les coups de kendo stick parce que ce sont des coups que les catcheurs peuvent se permettre de faire avec beaucoup d'intensité sans pour autant blesser leur adversaire. C'est pour ça que ce sont les objets préférés. Par contre, dès que tu sors d'autres objets, ça devient tout de suite beaucoup plus ridicule. Et le coup de la poubelle, je suis désolé, mais dans ce match-là, Carlito a une poubelle et s'apprête à casser la gueule de Santos avec la poubelle. Santos, du coup, d'un point de vue instinctif, se protège. Il met ses deux points pour protéger son visage. Donc on sent que le mec, il a encore du jus, il a encore des réactions, il n'est pas sonné, il a des bons réflexes. Et Carlito, du coup, veut lui mettre la poubelle sur la tête. Ok ? Pas de soucis à ce niveau-là. La poubelle est sur Santos Escobar. Et là, Carlito va mettre, je crois, entre 10 et 15 secondes pour choper une chaise et pour commencer à frapper la poubelle où est caché Santos Escobar. Sauf qu'on l'a vu, Santos, il avait encore tout son jus, il avait encore tous ses réflexes. Il se met une poubelle dessus et on sent qu'il ne fait rien pour arrêter ça. Il n'essaye pas de fuir, il reste figé comme un con au milieu du ring en attendant que Carlito tranquillement lui fasse un coup de chaise. Non putain, c'est ridicule, ça tue le catcheur, ça tue Santos. Santos passe pour un interdit mental. Il se met mettre une poubelle sur la gueule et est en mode « Oh, je vois plus rien, qu'est-ce que je fais ? Bon bah j'arrête tout, voilà, j'arrête tout. » Et il arrête tout, il essaie pas de se défendre, il essaie pas de fuir, il essaie pas de se battre, même à l'aveugle, il essaie de rien faire, ça ne fait pas de sens, c'est ridicule comme spot. Et le clou sur le spectacle, Carlito qui sort des objets et qui retrouve sous le ring une pomme. Une pomme sous le ring. Les objets sous le ring doivent être des objets qui font sens. Des tables, des chaises, ça fait sens puisque ce sont des choses qui sont utilisées dans l'arène pour les spectateurs. Elles doivent être là pour être présentes, c'est justifié qu'il y ait ça sous le ring. Mais une pomme, parce que c'est Carlito, il mange la pomme. C'est-à-dire que Carlito a mis sa pomme ici exprès. Et pourtant, il a mis 3 heures pour la chercher, sa pomme de merde, alors qu'il n'y a que lui qui a pu la mettre dans le kayfabe. Bref, c'est la stipulation qui tue elle-même la stipulation. Pour le coup, c'était un gros match de merde. Mais la fin sauve le tout. Enfin, sauve le tout. La fin était excitante. Elle sauve pas le match, mais la fin était excitante parce que effectivement, Rey Mysterio fait son retour pendant ce match. Il est en béquille, etc. Le heel Santos va se foutre de sa gueule parce qu'il est en béquille alors qu'il fait son retour. Et on va voir qu'en fait, c'était une feinte, que Rey Mysterio a tout son jus, il va prendre la béquille, va agresser les larbins de Santos Escobar. Et tout le LWO va pouvoir battre Santos. Et enfin, Rey Mysterio va aider Carlito à remporter la victoire. 619 enchaîné par un Spinebuster à travers la table. Victoire des Faces. J'ai rien contre la victoire des Faces parce que Rey Mysterio fait son retour, donc c'est logique qu'il l'emporte. C'est tout à fait logique. Mais quel match de merde, putain, quel gros match de merde, faut dire les choses. On va parler ensuite du fil rouge de cette émission. On a LA Knight qui a passé tout le show dans les coulisses à chercher Edge Styles. Et j'ai pas grand chose à dire, je trouve ça bien parce que j'ai hâte de voir ce match à WrestleMania. Je pense que le match entre LA Knight et Edge Styles aura lieu à WrestleMania parce que la rivalité s'annonce elle aussi électrisante. C'est une rivalité qui a été déjà bien construite, les deux se détestent déjà. Là pour le coup, c'est une raison de faire un match à stipulation à WrestleMania. Pour le coup, je comprendrais pourquoi. J'aimerais bien un match simple entre LA et Edge Styles officiel à SmackDown dans un main event, que le match se passe pas comme prévu et que du coup Nick Aldis soit dans l'obligation de booker un match en cage, en Hell in a Cell, ce que vous voulez à WrestleMania, parce que ça ferait sens et parce que pour le coup, encore une fois, quand il peut y avoir une stipulation dans un grand show, et quel est le lieu ? Là, c'est servi sur un plateau d'argent. LA Knight, Edge Styles se détestent. LA Knight est un super face, Edge Styles un super heel. Hâte de voir ça, hâte de voir la construction, bref, c'est de la bonne merde. Et enfin, c'est l'heure du main event. Je vais pas passer trop de temps pour ce main event. On a Randy Orton contre Austin Theory. Ce match a eu lieu parce que Austin Theory se foutait de la gueule de Randy Orton dans les coulisses par rapport au punch qu'a fait Logan Paul sur Randy. Et Randy a fait, tu sais quoi, tu vas m'affronter dans le main event. Je vais t'affronter dans le main event, je parle à Nick Aldis, tu vas m'affronter dans le main event. Bref, Randy contre Theory dans le main event. C'est un bon match de catch, je vais le dire. Mais putain,
Elle est où l'époque où Austin Theory faisait des matchs à l'arraché contre Seth Rollins à Raw? Il y a un an, hein. Il y a un an, Austin Theory était champion des États-Unis et avait des rivalités contre Seth Rollins dans des matchs qui étaient hyper arrachés, des matchs de 30 minutes, des très bons matchs de catch, je me rappelle encore. J'aime énormément Austin Theory, c'est un très bon catcheur, je le redis, je le défendrai tout le temps, c'est un très bon catcheur Austin Theory. Il lui manque ce petit truc pour être over, mais je trouve sincèrement qu'il a déjà un physique exceptionnel, un super catch, il est jeune, il a encore beaucoup à apprendre. Il lui manque ce petit truc, et ce n'est pas que la promo, c'est ce petit truc qui va faire en sorte qu'il soit unique. Mais physiquement, le mec, il est exceptionnel, et au fil des semaines, il continue à se faire, à ne pas se faire respecter. Je vois sa note sur 2K24, j'ai fait, c'est une blague. Austin Theory est noté 72 sur 2K24. Il est en dessous des catcheurs de NXT, il est en dessous de Baron Corbin, les gars. Austin Theory, le mec qui a battu John Cena à WrestleMania l'an dernier. C'est dingue, et c'est vraiment un truc qui, pour le coup, je trouve, c'est la seule chose que Vince faisait mieux que Triple H, c'est le booking d'Austin Theory. Je pense sincèrement que Vince respectait beaucoup Austin Theory. Triple H a un petit peu fait en sorte de le sauver au tout début de son règne en tant que booker avec son titre des États-Unis et tout. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait, mais là j'ai l'impression qu'il a complètement laissé tomber Austin Theory. Austin Theory, le larbin de Grayson Waller, putain. Ça devrait être l'inverse. Ça devrait être complètement l'inverse. Pourquoi Grayson Waller est plus respecté, plus protégé qu'Austin Theory? Alors oui, ils sont en train de faire des histoires avec ça. Hein. Austin Theory se plaint un peu de comment Grayson le traite, mais putain, ça me fait. En fait, ça fait beaucoup de mal pour Austin Theory par rapport à tout le potentiel du gamin, quoi. Il est tellement bon, ce mec. Il est tellement bon, ce putain de mec, et il est jeté en pâture à chaque fois. Le match est bon malgré un gros raté pour un spot sur la troisième corde où Orton était censé monter sur la troisième corde et faire un superplex sur Austin Theory. Orton va glisser, mais Austin va quand même essayer de sauver le spot en se propulsant pour le suplex. Mais du coup, on dirait que c'est Austin Theory qui fait une offense, on dirait qu'il fait une sorte de blockbuster à Orton. Mais pourtant non, à la fin, le selling, c'est Austin Theory qui vend un superplex alors qu'Orton n'a absolument rien fait. Et Orton va se relever et il va lever les épaules en mode ouais bon bah ça arrive, hein, sorry pour le botch. C'était un beau botch. Bon c'est pas dramatique parce qu'encore une fois j'ai beaucoup rigolé en regardant le visionnage. Orton c'est une star. C'est pas comme si ce spot était ridicule en faisant exprès, c'est un accident, ça arrive malheureusement, même si ça fait du mal à Austin Theory, paraît un petit peu ridicule, faut pas se mentir. Mais malgré tout, malgré ce botch, j'ai beaucoup aimé Randy Orton. Randy continue à vendre son dos. Et je trouve ça génial parce que là, il n'a pas pris des spots trop intenses sur le dos. Mais je me rappelle qu'au Chamber, il vendait son dos à outrance. Et j'adorais ça. Parce que j'étais vraiment inquiet pour Randy. Je me disais, mais est-ce qu'il le fait exprès ou est-ce que c'est un work? Est-ce que c'est un shoot? Est-ce qu'il est vraiment blessé? J'avais peur pour Randy en fait. Parce que je sais qu'il a vraiment mal au dos dans la vraie vie. Qu'il a eu des problèmes par rapport au dos dans la vraie vie. Et en tant que face, le fait qu'il vende son dos, mais je trouve ça génial. Encore une fois, pour ce match, je ne sais pas si c'était un work ou un shoot. Est-ce que vraiment il a mal au dos et qu'il l'exagère ou est-ce que c'est 100% du work? J'en sais rien, mais je trouve ça génial. Ça donne une faille à Randy Orton, une petite faille sur laquelle les heels peuvent profiter. Et c'est fantastique, bref. Owens au commentaire très chouette. Et à la fin, Randy fait son RKO sur Austin Theory pour la victoire. C'est le bon résultat. On se dirige évidemment sur une rivalité entre Orton et Logan Paul à WrestleMania, un match aussi que j'ai hâte de voir juste pour le Star Power et pour le RKO qu'on va faire Randy Orton sur Logan Paul. Qui va gagner, j'en sais rien, mais bref, un match qui s'annonce blockbusteresque lui aussi. Les faces ont ici défoncé les larbins, les sbires de Logan Paul. Bref, c'était un bon SmackDown. Encore une fois, du Star Power au début du show, du Star Power à la fin du show, des choses que je n'ai pas aimé non plus. Le Street Fight est une catastrophe. Un peu de non-sens sur Damage Control contre Bayley et Dakota Kai. Mais pour le reste, Braun Breaker qui prit le jobber, c'était super. Tiffany Stratton qui se rend de plus en plus over, c'est super. Bref, un SmackDown bon. Voilà. C'était tout. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.